Bonjour Jean-Michel Soubérou. Bonjour Hugues et bonjour à tout le monde, puisqu'on a une belle assistance là ce matin. Là, j'ai vu que ça dépasse les 60 personnes. C'est bien, ça monte. Ça monte, c'est un joli taux. On en parlait hier du taux de gens qui se connectent pour de vrai par rapport au nombre de gens inscrits. Je crois qu'on est sur un... Voilà, on est pas mal. On est pas mal, c'est vrai. Vous êtes climatologue à Météo France et vous allez faire écho finalement à l'intervention qui a clôturé la journée d'hier, qui était une intervention d'Arnaud Mercier, qui est politologue, on va le dire comme ça, qui faisait un parallèle entre le déni de l'épidémie de coronavirus et le déni du changement climatique et les mécanismes qui vont avec. Et on s'est dit, finalement, on va rattaquer la journée du lendemain en disant, ben voilà, l'approche scientifique, c'est une approche qui va observer les choses pour en tirer des conclusions plus que vouloir des conclusions et chercher les indices qui pourraient prouver ce qu'on a envie de prouver. Et finalement, ça tombe très bien de vous avoir, vous, puisque vous allez nous parler des changements déjà observés de par le réchauffement climatique sur le massif des Pyrénées et quand même faire aussi quelques projections climatiques pour les décennies à venir, j'imagine. Oui, tout à fait Hugues. Alors donc je vais essayer de partager mon écran. Donc c'est toujours le moment un petit peu de stress, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il n'y en a jamais. Donc, il n'y en a jamais. Donc en voyons, c'est parti. Est-ce que ça fonctionne? Oui, Eh bien c'est super. Encore bonjour à tous et merci donc au PNR. Et donc Ariège est là pour avoir organisé cette journée. Et puis donc à Lucille aussi, là, je crois qu'il a beaucoup travaillé. Donc les Pyrénées face au changement climatique, donc les changements déjà observés, les projections climatiques sur le massif. Donc voilà, ça c'est le programme de mon intervention. Donc ça va s'appuyer beaucoup sur les résultats d'un projet qui a été mené dans le cadre de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique, dont je dirai un mot également, et qui s'appelait CLIMPI. Et donc il y avait différents organismes, il y avait Météo France, il y avait avec le Centre d'études de la neige, mais il y avait aussi des organismes donc, venant des climatologues espagnols, catalans, et également le CESBio côté Toulouse. Alors, donc, un programme en 4 temps, donc le changement climatique global, parce que donc, ce qui se passe sur les Pyrénées, ben, c'est une dynamique qui est à l'échelle de la planète. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on va? Et puis, voilà, et le rôle de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique qui est majeur donc, pour l'animation de cette thématique sur les Pyrénées. Et donc, à tout moment, comme l'a dit tout à l'heure Hugues, vous pouvez donc mettre des questions sur le chat. Et puis, moi, j'essaierai d'y répondre à la fin. Alors, le constat planétaire du changement climatique, donc, il est aujourd'hui clair, mais il est aussi particulièrement préoccupant parce que les choses s'accélèrent au cours des 5 dernières années. Donc, on a vraiment des indices très inquiétants dans un petit peu toutes les composantes du système climatique et aussi un peu toutes les régions du monde. Donc, j'ai repris donc, le diagnostic qui avait été fait par le GIEC en 2013, le rapport précédent. Le prochain sera l'année prochaine, donc ça va être un grand moment. Mais donc en 2013, voilà, on annonçait un réchauffement de 0,85 degrés donc entre 1880 et 2012. Et en 2019, on en est maintenant à 1,1 degré. Donc, vous voyez à quelle vitesse les choses s'accélèrent au niveau planétaire. Sur l'augmentation du niveau des océans, c'est la même chose. Donc, l'augmentation, le rythme d'augmentation, il a doublé au XXIe siècle par rapport au XXe siècle. Donc, je n'ai pas les chiffres sur l'acidification de l'océan, mais j'ai peur que les nouvelles ne soient pas très bonnes de ce point de vue-là. Et puis, sur la concentration de gaz à effet de serre, donc, on est à 410 parties par million en 2019 et on était en dessous de 400 encore en 2015. Donc là aussi, les choses s'accélèrent. Et donc voilà, et donc les effets des mesures que les gouvernements cherchent à prendre ou les citoyens, ben, elles ne se voient pas encore dans le rythme d'augmentation des gaz à effet de serre. Donc il faut continuer. Et puis donc je voudrais insister sur un point parce que des fois il y a doute. Donc l'origine du changement climatique, il est totalement dû aux activités humaines. Et donc ça, on le démontre donc assez facilement aujourd'hui donc à travers de la modélisation. Donc voilà, donc sans les activités humaines, donc il n'y aurait pas le changement climatique que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça, il faut vraiment en être convaincu. Il n'y a pas d'autre part d'explication. Alors ensuite, comment est-ce que l'on analyse ce changement climatique et comment est-ce qu'on le projette dans le futur?
donc au niveau du GIEC. Donc, on utilise différentes projections de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, mais on les regarde en termes de bilan radiatif, ou plutôt donc quel va être l'effet de serre radiatif supplémentaire dû à ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, et puis il y a aussi dans ces scénarios, quelle est la trajectoire temporelle que l'on va considérer. Donc le RCP 2.6, donc on a une augmentation donc, du bilan radiatif terrestre de 2,6 watts par mètre carré. Donc c'est le scénario bleu là, que l'on voit donc, sur la courbe, donc le graphe à droite, avec qui passe un maximum aux alentours donc, de la première moitié du XXIe siècle et qui diminue après. Donc ça, ce scénario-là, il implique que l'on fasse des réductions importantes de nos émissions de gaz à effet de serre dès 2020. Donc voilà, donc ça reste, voilà, il faut agir tout de suite. Ce n'est pas tout à fait quand même la trajectoire que l'on prend au niveau planétaire. Après, donc, on a un RCP 4.5 qui donne un scénario de stabilisation après au milieu du XXIe siècle. Et puis le RCP 8.5 que l'on va beaucoup considérer également parce que c'est celui qui représente la poursuite des activités humaines telles qu'on les a fait jusqu'à présent. Et c'est hélas quand même un scénario qui a du sens. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à peser vraiment efficacement sur nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on continue à avoir un rythme important, même si vous voyez jusqu'à la fin du XXIe siècle. Et là, dans ce cas, les conséquences seront bien sûr majeures. Et donc, à partir de ces évolutions de concentration de gaz à effet de serre, et donc traduit en forçage radiatif, eh bien, on va les utiliser dans les modèles de climat pour calculer les évolutions de la température et de tous les autres paramètres donc, qui interviennent sur le climat. Et donc, on fait des cartes un petit peu comme vous voyez en bas, donc avec la Terre à la fin du XXIe siècle, selon que l'on a fait beaucoup d'efforts de réduction de nos émissions ou alors que l'on n'a pas fait. Vous voyez que donc, on a quelque chose qui est de couleurs assez différentes. Alors, donc, si je reviens juste sur les températures, donc, en fait, donc, quoi que l'on fasse aujourd'hui, on sait que la hausse des températures va se poursuivre jusqu'en milieu de siècle. Et donc, quelque part, donc, on est vraiment sur une idée que l'adaptation est nécessaire, donc, telle qu'elle a été présentée également avant. Hein. Et puis, par contre, donc, les décisions que l'on va prendre aujourd'hui, elles vont énormément jouer sur ce qui va se passer dans la seconde moitié du XXIe siècle. Et voilà. Et donc, si on ne fait pas suffisamment d'efforts, la hausse des températures donc, pourrait atteindre 4 degrés au niveau planétaire et on va avoir des conséquences sur les milieux et globalement sur toutes les activités humaines qui vont être sûrement très, très importantes. Donc, voilà les enjeux sur l'atténuation. Alors, on parle donc d'émissions, on parle d'augmentation des températures, mais le changement climatique, ça concerne en fait toutes les composantes du système climatique, et donc notamment en montagne, puisque ça va être notre thème d'aujourd'hui. Le changement climatique, c'est la fonte des glaciers. Donc en Ariège, il en reste un et qui est assez préservé, mais sur les Pyrénées déjà, on voit très nettement cette diminution des glaciers. C'est la diminution de la couverture neigeuse. Et puis, c'est aussi donc, ce qu'on appelle l'intensification du cycle de l'eau et, donc, et la répétition des événements extrêmes, donc que ce soit des vagues de chaleur, que ce soit des sécheresses ou bien des pluies intenses. Donc voilà, donc de nombreuses conséquences du changement climatique donc en montagne et bien sûr du climat vers l'ensemble des milieux et des activités humaines. Donc voilà pour l'introduction du sujet. Alors, on va en venir dans les Pyrénées. Donc, pour le constat du changement climatique dans les Pyrénées, donc c'est l'image du glacier d'Ossou qui paraît sûrement comme l'image la plus parlante de ce changement climatique aujourd'hui. En un siècle, donc, vous avez l'image de gauche, donc en 1911, donc sur ce glacier donc, qui se situe donc, dans les Hautes-Pyrénées, donc au pied du Vignemale, la Pique Longue, là, qu'on le reconnaît bien. Et puis, donc, la photo prise au même endroit, donc un siècle plus tard. Et donc, on voit la diminution de la taille du glacier. Et donc, si on le faisait en 2020, enfin, ou du moins en 2019, donc,
les choses ont continué de s'aggraver. Donc, c'est une association, l'association Morène, qui suit cette évolution des glaciers, donc, à qui on doit donc ce travail tout à fait essentiel d'observation de nos glaciers pyrénéens. Alors, si on en vient aux températures d'abord, et alors on a la chance d'avoir dans les Pyrénées une des températures, de série de températures en montagne, la plus longue en France, et peut-être même et pas loin d'être une des plus longues en Europe, au pic du Midi de Bigorre, puisqu'elle commence en 1881, cette série, et elle est toujours équipée. Alors, l'environnement du site de mesure, vous voyez, il a beaucoup changé. Vous avez les premières installations là, au début du XXe siècle, et puis tel que c'est aujourd'hui, donc avec une structure beaucoup plus moderne. Donc, les appareils météorologiques, ils ont un petit peu été déplacés au fil du temps, mais on a reconstitué une série donc, en tenant compte de ces changements. Et donc, c'est ce que vous voyez donc, avec les périodes, avec les courbes bleues et rouges, les barres bleues et rouges. Donc, bleu, c'est quand on est en dessous de la normale de la période 1961-1990, de la moyenne de cette période. En rouge, quand on est au-dessus. Donc, vous voyez que les dernières années sont toutes au-dessus pratiquement, que les années les plus chaudes, ce sont les années récentes. Et la hausse de la température au pic du midi sur cette période, elle est de 1,7 degré. Et 1,7 degré, ça correspond finalement à une hausse moyenne de l'isotherme 0 degré ou du niveau de gel, on va dire de 250 mètres. Et donc, je pense que ça explique assez bien la fonte que l'on observe de nos glaciers des Pyrénées. Alors, si l'on revient, si l'on va dans le parc naturel régional de l'Ariège, donc à Saint-Girons, un petit peu en plaine, enfin, ou sur le Piémont, donc on observe des choses tout à fait équivalentes. Alors, donc, la série de Saint-Girons, elle est importante parce que c'est une série qui a été une série de grande qualité, qui a été homogénéisée. Quand on homogénéise les séries, on élimine les artefacts dans les séries qui sont liées au changement de capteur, au déplacement de l'abri. Donc, on a une série de références tout à fait importantes. Et ce qu'elle nous montre, donc, c'est que les températures à Saint-Girons, elles augmentent à un rythme de 0,3 degrés par décennie depuis les années 50 et qu'on est déjà à 1,5 degré sur la période de la dernière décennie, 2011-2020, par rapport à 71-80. Donc, on est sur un rythme de réchauffement qui est très fort. Et ce rythme, il est encore plus fort quand on considère uniquement la période d'été, puisque là, on est sur un rythme de 0,4 degrés par décennie. Si on regarde donc à l'échelle de l'ensemble du massif, et donc ça, c'est le travail qui a été mené dans le cadre du projet Climpy, dont je vous ai parlé. Donc, on a un certain nombre de séries, donc une douzaine de séries qui nous servent de référence, donc qui couvrent à la fois le versant nord des Pyrénées, le versant sud, et puis les zones d'altitude. Donc, c'est écrit en espagnol parce que ce sont les collègues espagnols, notamment de l'université de Saragosse et du service météo de Catalogne à Barcelone, qui ont fait ce travail-là, donc avec les données, pour les données françaises, donc c'est Météo France qui les a fournies. Ce que cela nous dit, c'est que le signal du changement climatique, eh bien, il est très uniforme, complètement uniforme sur l'ensemble des Pyrénées. Donc la température augmente autant sur le versant nord que sur le versant sud. Autant également donc, en altitude, du moins donc, avec les séries dont on dispose, parce que donc, ces séries climatologiques, elles ne sont pas forcément à des altitudes très élevées. Donc elles sont plutôt aux alentours entre 1000 et 1500 mètres de manière générale. Donc, ce n'est pas interdit que le réchauffement climatique soit plus fort en altitude, mais du moins, on n'arrive pas à le mettre en évidence avec ces observations-là. Et ce qui est par contre aussi notable, c'est que ce changement climatique, il a un effet saisonnier très, très fort, avec une augmentation au printemps et en été qui est beaucoup plus importante que celle de l'automne ou de l'hiver. L'augmentation des températures moyennes, elle concerne aussi les extrêmes, en fait. Et les extrêmes même se réchauffent plus vite que les températures moyennes. Donc, si on revient à la station de Saint-Girons, en fait, elle est sur la commune de Lorp-Sentaraille. Et donc, on se retrouve donc avec une hausse du nombre de jours de chaleur, par exemple. Donc, c'est le diagramme de gauche, de 5 jours par décennie, hein, donc avec un signal qui est parfaitement significatif du point de vue statistique. Cette hausse des températures donc extrêmes, ça se
matérialise également par des canicules. Le nombre de jours de température maximum donc, à Saint-Girons, donc, aussi, il augmente plus vite que la température moyenne. On est à 0,44 degrés par décennie. À l'inverse, donc, le nombre de jours de gel, lui, il diminue bien sûr, mais il diminue moins vite que ce qu'augmentent proportionnellement les jours de chaleur. Donc là, je n'ai pas trouvé la courbe de Saint-Giron, j'ai mis celle de Tarbes. Bon, on reste un petit peu dans les Pyrénées, dans des climats comparables. Donc le nombre de jours de gel, il diminue de 2 jours par décennie sur la période récente. Mais voilà, donc on est sur une courbe, sur une évolution de la distribution des températures donc qui s'aplatit un petit peu, donc avec une augmentation plus forte des journées chaudes que de la diminution des journées froides. Alors, si on en vient au niveau des précipitations, donc le signal, il n'est pas aussi clair que celui des températures. Et on a surtout une forte variabilité qui est encore aujourd'hui visible, mais tandis que les tendances réelles sont peu robustes, et notamment quand on change des fois à une année près notre bilan, on peut trouver des résultats différents. Donc, vous avez la série donc, homogénéisée également pour les précipitations de Saint-Giron. On n'a pas de signal très clair. Par contre, donc, quand on le regarde sur l'ensemble des Pyrénées, donc avec le travail qui a été fait donc, dans Climpy, donc on a 26 séries sur la France et l'Espagne, et là on a une légère tendance à la baisse, moins 1,8% du cumul par décennie. Voilà, donc cette légère baisse, elle n'est pas significative, mais donc ça peut, en tout cas, on voit que selon les zones que l'on considère, on a des résultats qui peuvent être légèrement différents. Alors, je voudrais y venir là-dessus pour vous montrer donc cette carte des Pyrénées qui a été également produite dans le cadre du projet Climpy, donc la période 59-2015. On analyse cette fois 101 séries homogénéisées sur l'ensemble du massif. Donc, il y a des bases de données tout à fait importantes qui ont été créées à cette occasion-là. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a quand même un léger contraste entre ce qui se passe sur le versant nord des Pyrénées, versant français, où on a soit pas de tendance, soit voire même des fois une tendance très légèrement à la hausse, mais pas vraiment de diminution, alors que l'on a le phénomène inverse sur le versant sud des Pyrénées, où les séries sont plus fréquemment à la baisse, généralement pas significative, mais on voit quand même qu'on n'a pas le même comportement sur les deux côtés des Pyrénées. Par contre, donc, au niveau des saisons, on n'a pas de signal très clair aujourd'hui d'une évolution différente dans une saison par rapport à une autre. Comme pour les températures, donc on regarde les moyennes, mais aussi on regarde aussi les extrêmes. Alors donc les observations ne permettent pas aujourd'hui de mettre en évidence que les pluies intenses augmentent sur les Pyrénées. Donc, et ça, c'est un résultat qui est contraire à ce que l'on obtient sur les régions méditerranéennes, où là, par contre, on a un signal qui est significatif d'augmentation des pluies intenses. Alors, l'observation n'est pas la raison, hein, donc c'est pas parce qu'on n'observe pas et qu'on n'arrive pas à le mettre en évidence que le phénomène n'existe pas. Donc, il va falloir continuer à travailler, observer ces choses-là. Et puis, donc, par contre, sur l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des sécheresses, là, le résultat, il est sans aucun doute sur les Pyrénées. Il s'applique de la même façon. Et donc, c'est lié à la fois donc, à la hausse des températures et à la hausse de l'évaporation, et dépendamment du fait que les précipitations soit n'augmentent pas, soit diminuent. Alors, donc, notre élément essentiel donc, du climat des Pyrénées, c'est l'enneigement. Alors, pour travailler sur l'enneigement, c'est un petit peu plus compliqué que pour les températures ou les précipitations, parce que l'on a moins de séries disponibles et des séries de hauteur de neige qui sont plus courtes sur le massif, environ une trentaine d'années. Donc, il y a eu un gros travail dans le projet Climpy là, pour essayer de récupérer ces données. Certaines ont été numérisées. Mais pour analyser les séries de neige, on a besoin d'aller chercher des informations complémentaires, et notamment celles issues de simulations du manteau neigeux, donc avec le modèle Crocus de Météo France. Et ça permet donc de mieux analyser cette variabilité du manteau neigeux. Donc, il y a un papier qui a été produit l'an dernier, donc Lopez Moreno, donc avec les collègues de Météo France, qui analyse parfaitement cette variabilité. Donc, c'est la référence pour le sujet.
Donc, je vous ai mis la série de l'Hospitalet en Ariège, la Haute-Ariège, donc à 1420 mètres, on voit une légère diminution depuis 1980, 2,2 cm par décennie pour l'enneigement moyen sur l'hiver. Mais on voit surtout qu'il y a une forte variabilité d'une année sur l'autre. On repère aussi le maximum de l'année 2013. Donc, il y a eu beaucoup de neige donc, dans les périodes récentes. Et ça a changé un petit peu l'idée que l'on pouvait se faire de l'évolution de l'enneigement antérieurement. Si on analyse donc si on prend en compte toutes les séries disponibles sur les Pyrénées et que l'on utilise aussi le modèle Crocus, essayer de faire vraiment la meilleure analyse, ce que l'on met en évidence, c'est que l'enneigement il diminue sur les Pyrénées, mais que cette baisse, elle n'est pas forcément significative à toutes les altitudes. Et résultat contre-intuitif, c'est que c'est finalement aux altitudes élevées, vers 2100 mètres en particulier, que la baisse de l'enneigement est significative, alors qu'elle n'est pas forcément à 1500 mètres. Et ça, pour une raison particulière, c'est que la fonte de l'enneigement dans les Pyrénées, il est aujourd'hui plus rapide au printemps qu'au cœur de l'hiver. Donc, je vous ai dit qu'au cours des dernières décennies, l'augmentation des températures en hiver dans les Pyrénées n'avait pas été très forte. Et donc, alors qu'il avait été très forte au printemps. Et donc, c'est l'enneigement printanier, donc dans les zones où il reste encore de la neige, donc c'est les zones un petit peu plus en altitude, c'est là où la fonte du manteau neigeux est la plus significative. Alors, quel climat demain dans les Pyrénées? Donc, avec cette image de la précarité attendue de l'enneigement demain dans les Pyrénées, mais peut-être qu'on fera des excursions pour aller observer donc, cette neige qui nous rappellera donc, les neiges d'antan. Alors, pour travailler sur les projections climatiques dans les Pyrénées, donc, on va utiliser des modèles de climat. Mais il faut, ces modèles de climat, faire beaucoup de traitements pour arriver à descendre à des choses suffisamment fines pour les Pyrénées. Donc, on part de modèles globaux qui couvrent toute la planète avec des mailles de 150 km. On va utiliser des modélisations régionales. Donc, il ne faut pas que ça avance tout seul. On va utiliser des modélisations régionales donc, à une maille de 12 km. On va ensuite faire des ajustements statistiques donc, pour corriger ces données à l'échelle des Pyrénées. Et puis, il faut tenir compte d'un grand nombre de modèles pour essayer de représenter les incertitudes. Donc, dans le cadre du projet Climpy, on a utilisé 13 couples de modèles donc, pour différents scénarios climatiques, RCP 4.5, 8.5 et 2.6. Alors, ce que cela nous dit sur les températures, donc j'ai choisi donc, la zone du Couserans à l'altitude de 1800 mètres. Donc, ces données, donc, elles sont sur le portail Drias de Météo France. Et donc, vous avez sur la première ligne l'année, sur la deuxième ligne, donc, les résultats uniquement sur l'été. Donc, la première colonne, c'est l'ensemble des scénarios qui sont pris en compte avec l'enveloppe des incertitudes. Donc, en rouge, le RCP 8.5, bleu clair, le RCP 4.5, donc, et le RCP très vertueux 2.6 en bleu foncé. Donc, on voit quand même que les panaches se distinguent très nettement. Donc, et je vous ai mis à droite uniquement le RCP 8.5, c'est le scénario tendanciel, vraiment, donc qu'il faut considérer, même si on peut espérer qu'on n'ira pas jusque-là. Mais en tout cas, voilà le pire un petit peu de ce qu'on pourrait avoir. Donc, en milieu du siècle, poursuite du réchauffement, quels que soient les scénarios, avec une hausse des températures annuelles de 1,5 degré à 2 degrés, possiblement 2,7 degrés par rapport à la référence 76-2005. Donc, on continue dans le rythme que l'on observe actuellement. En fin de siècle, donc, ce réchauffement, il pourrait atteindre 2,2 degrés. Donc, ça, c'est le scénario RCP 4.5, mais 4,3 degrés, voire 5,3 degrés dans certains scénarios dont on dispose sur le RCP 8.5. Et 5,3 degrés, ça correspondrait à une translation thermique du climat de près de 800 mètres en Ariège. Ça veut dire qu'à 1800 mètres, on aurait les conditions que l'on a actuellement à 1000 mètres. Et ce réchauffement, il serait encore plus fort l'été, et donc avec des effets, notamment des événements extrêmes de type canicule. Pour les précipitations, donc, on a un scénario qui est différent. Donc, vous voyez donc, nos trois enveloppes, toujours pareilles, donc notre RCP 2.6, 4.5, 8.5. Vous voyez que ces enveloppes, elles se chevauchent, qu'elles sont très larges, plus larges que celles des températures. Donc, on a quand même une grande incertitude sur l'évolution du scénario. Si on regarde les scénarios bleus, bon an, mal an, on voit que
on garde des niveaux de précipitation qui restent à peu près équivalents sur le siècle. Par contre, donc, le scénario rouge, le RCP 8.5, ben, lui, il nous marque une diminution assez importante donc, sur le couserand donc, à partir du milieu du XXIe siècle. Alors, ce résultat sur le couserand, il est vrai sur l'ensemble des autres massifs de la chaîne. Et il y avait un autre scénario, enfin un autre paramètre qui me paraissait intéressant, indicateur à considérer. Donc, c'était le ratio entre la neige et les précipitations totales. C'est-à-dire, finalement, donc, les précipitations qui se produisent en hiver, est-ce qu'elles se produisent sous forme de neige ou est-ce qu'elles se produisent sous forme de pluie? Et donc, on voit qu'à 1800 mètres, donc c'est quand même des altitudes élevées, où la neige est très présente l'hiver aujourd'hui, on voit que progressivement, il y aura de plus en plus de précipitations sous forme de pluie. Donc, à ces altitudes-là, environ 10% donc, à l'horizon 2050, et puis que les choses pourraient s'aggraver très fortement dans un scénario RCP 8.5, où la moitié des précipitations seraient sous forme de pluie, même au cœur de l'hiver. Alors, les conséquences sur l'enneigement, vous vous en doutez, donc on va avoir un enneigement en baisse dans les Pyrénées. Et en fait, donc, ce que nous disent les modèles climatiques, c'est que quels que soient les scénarios, de toute manière, cet enneigement donc, il va baisser. Il va baisser donc, même de manière assez significative à l'horizon 2050. À la fois donc, en termes d'épaisseur moyenne, donc à 1800 mètres. Donc, on est à 1800 mètres, évidemment, donc le résultat il est très sensible à l'altitude que l'on considère. Donc, à 1800 mètres, donc, ça va baisser, donc, notamment parce qu'il y en aura de la pluie au cœur de l'hiver. Et puis, ça va aussi baisser donc, avec une fonte un peu plus rapide au printemps. Et donc, ça baissera d'autant plus si on a un scénario RCP 8.5 où carrément l'enneigement deviendra très rare, ou assez rare, donc limité au cœur de l'hiver, donc à cette altitude-là. Et donc ça, c'est le scénario, c'est l'indicateur que vous avez en dessous où on a le début de l'enneigement, donc c'est la courbe du bas, la fin de l'enneigement, c'est la courbe du haut, et on voit qu'on a un effet de ciseaux progressivement. Donc on va sur une durée de l'enneigement qui sera beaucoup plus courte. Donc, une conclusion intermédiaire sur les évolutions climatiques. Donc, ce changement climatique, donc, il est déjà en cours et parfaitement mesurable sur le massif des Pyrénées, particulièrement sensible donc, à l'évolution des températures, du régime des précipitations, des sécheresses, de l'enneigement. À l'horizon 2050, ces évolutions elles vont se poursuivre, elles vont s'intensifier, donc avec la hausse des températures, donc, y compris donc, les extrêmes. Des cumuls de pluie donc, qui pourraient être équivalents, mais qui se produiront avec moins de chutes de neige en hiver en moyenne montagne. Une saison d'enneigement donc, qui sera plus irrégulière, plus courte également en moyenne montagne, et des sols plus secs, de fréquentes sécheresses, et de nouveaux risques qui apparaîtront, comme le risque feu de forêt, là, que je n'ai pas développé, mais que vous imaginez. Donc, je vous mets les références de 2 sites, Drias et Climat HD, où vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations que je vous ai présentées. Je voudrais donc terminer ma présentation en introduisant l'Observatoire pyrénéen du changement climatique, qui est un acteur majeur de la connaissance sur l'évolution du climat dans les Pyrénées, mais aussi sur la prise de décision et également sur le fait de donner une visibilité européenne et internationale aux Pyrénées, donc sur cette question d'un espace qui est sensible au changement climatique. Et puis, donc, il faut se rappeler que cette initiative d'Observatoire pyrénéen du changement climatique, elle a été lancée par la région Midi-Pyrénées en 2010. Donc, l'Observatoire fête ses 20 ans, mais c'est quelque chose qui est vraiment venu de chez nous. Alors, donc, il s'appuie, cet observatoire, sur une organisation politique très originale, la CTP et la Commission de travail des Pyrénées. Et donc, il regroupe les différentes régions françaises et espagnoles, ainsi que l'Andorre, et avec une structure de l'Observatoire pyrénéen, une gouvernance de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique, donc avec un comité technique et un comité exécutif, donc qui regroupe les représentants des territoires, un comité de pilotage de l'Observatoire, donc avec les différents partenaires scientifiques qui sont impliqués dans les travaux de l'Observatoire, et un comité consultatif avec donc des scientifiques et des représentants des secteurs socio-économiques. L'Observatoire pyrénéen du changement climatique a déjà porté un certain nombre de projets. Je vous ai beaucoup parlé de CLIMPI, mais il y avait aussi REPLIM
qui travaillait sur les lacs et les tourbières dans les Pyrénées, Florapyr sur l'ensemble des problématiques liées à la flore, Canopée sur la forêt, Piragua, c'est sur l'eau. Il y a de nouveaux projets qui démarrent, donc, notamment Ectadapt sur l'adaptation, Ectopyr également, et puis donc un projet qui s'appelle Adapyr, qui est au cœur finalement de cette constellation de projets et qui vise donc trois aspects, donc améliorer la connaissance et donc poursuivre les travaux qui ont été menés, capitaliser donc sur ces résultats donc en transformant en action sur l'adaptation et assurer le transfert des recommandations donc auprès des différents secteurs. Il y a un autre élément essentiel de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique qui a été mis en place, c'est le géoportail. Et le géoportail, c'est donc un outil donc, qui permet de visualiser, mais aussi de télécharger plus de 600 couches sur le changement climatique dans les Pyrénées, que ce soit des informations sur l'évolution des températures, des précipitations, toutes les composantes du climat, mais aussi des informations sur les lacs, là, c'est l'image que vous avez au centre, sur la forêt, la flore, enfin tous les travaux qui ont été menés dans le cadre des différents projets que je vous ai présentés précédemment. Donc, c'est vraiment une source importante d'informations sur ce changement climatique. L'OPCC donc, produit aussi régulièrement des rapports sur l'évolution du changement climatique dans les Pyrénées, donc, qui font référence sur, sur là où on en est aujourd'hui. Et donc, vous les retrouvez sur le site de l'Observatoire que je vous rappelle dans cette diapo. Donc, voilà, j'en arrive au bout de mon intervention. Je vous ai montré l'ensemble des travaux en cours et récents dans le cadre de l'Observatoire qui permettent de faire aujourd'hui un constat assez précis du changement climatique sur le massif des Pyrénées et de préciser les évolutions climatiques attendues. Donc, on dispose d'un grand nombre de données, de produits qui sont mis à disposition à la fois sur le portail de l'OPCC, mais aussi sur le portail des portails de Météo France, enfin, ou des portails partenariaux en France, donc DRIAS et Climat HD. Et l'exploitation de ces données est aujourd'hui nécessaire pour traduire ces évolutions climatiques en impact pour les milieux, pour les activités économiques. Et donc, finalement, c'est tout le thème de ces journées-là de Carrefour du climat. Voilà, donc je vous remercie. J'espère que voilà. Et donc, avec une image, bon, j'espère un petit peu triste sur ce que pourraient devenir nos stations de ski, donc où on aurait juste l'effet de quelques canots à neige. Mais enfin, donc on peut quand même encore agir. Donc, je voudrais avoir terminé sur cet aspect positif pour mon intervention. Merci. Merci et je beaucoup. suis à votre écoute pour les questions. Jean-Michel Soubérou, il y en a des questions, il y en a. Alors, puisque vous terminez sur justement cet enneigement moucheté, on a une question d'André qui justement vous demande ce que vous en pensez des canons à neige. Donc, les canaux à neige, c'est un signe de l'adaptation hein, que les stations de ski ont mis en place. Et donc elles ont fait de l'adaptation, on va dire comme Monsieur Jourdain, donc avant qu'on en parle en tant que concept. Aujourd'hui, c'est indispensable pour maintenir l'activité ski dans les Pyrénées. Après, la question de l'intérêt des canaux à neige pour maintenir l'activité ski, au-delà de une ou deux décennies, elle se pose vraiment. Et donc, il y a des travaux qui sont en cours, enfin, où il y a des possibilités d'études, justement, où on a des modélisations du manteau neigeux qui intègrent aujourd'hui les effets du damage et les effets de la production de neige artificielle, de façon à apporter aux stations de ski toute l'information sur l'enneigement futur dont ils disposeront. Donc, c'est une question compliquée au niveau économique, et puis sans négliger les aspects de ressources qui sont et d'impact sur les milieux. Donc, on est au cœur de l'adaptation avec des débats qui sont difficiles. L'adaptation, ça c'est difficile. Une question un peu technique finalement quant au nom de ces scénarios, de ces scénarii du coup que vous utilisez, RCP, 8,5, etc. etc. Voilà, on nous demande, c'est Gaël qui nous demande quelle est la signification de ces sigles-là. Oui, non, j'ai bien conscience qu'on a un peu un jargon des climatologues. J'ai essayé de l'introduire, mais je n'ai pas été suffisamment clair. Donc, ce sont des scénarios d'évolution des concentrations de gaz à effet de serre. Et un scénario 2.6, ça veut dire que l'on a une augmentation de gaz à effet de serre qui conduit à un effet radiatif supplémentaire de 2
8,6 watts par mètre carré au niveau planétaire, tandis que le RCP 8.5, c'est 8,5 watts par mètre carré en plus. Et donc, voilà, quand on a des watts en plus, eh bien, c'est un réchauffement supplémentaire pour la planète. Alors, j'espère que Mmh. c'est un peu plus clair maintenant. Et ces scénarios, ces scénarii justement, leur demande, est-ce qu'ils sont basés, est-ce qu'ils prennent en compte les évolutions démographiques et du coup, si oui, lesquelles? Alors, donc, ils prennent en compte, donc c'est des scénarios qui sont préparés par les économistes. Donc, c'est pas les climatologues les climatologues, eux, ils travaillent sur l'évolution du climat, ils développent des modèles et ils les analysent. Donc, ces évolutions des activités humaines, donc effectivement, elles tiennent compte de la démographie, de la façon dont notre société se développe aussi, savoir si elle est basée sur des activités, sur de l'énergie très carbonée ou au contraire donc sur les énergies renouvelables, quel est le niveau de coopération entre les pays. Donc oui, ça intègre un petit peu tous ces schémas sur l'évolution de notre société. D'accord. Florent demande a été très observateur. Il demande pourquoi, on prend d'un côté en comme référence une période allée de 1961 à 1990 et ensuite 71-80. Oui, donc là aussi, il y a plusieurs références. Donc, il y a même, donc, à un moment, j'ai parlé de références par rapport à l'ère pré-industrielle, donc 1850-1900. Oui, donc il faut faire attention dans tous ces chiffres que l'on peut présenter sur le climat. Mmh. La période de référence que l'on va utiliser, elle peut changer les résultats. Alors, si on change Oui, ça de peut chiffre, additionner des carpes et des lapins, quoi, c'est voilà, il je ne le faut pas sens de la additionner des question. carpes et des lapins. Alors, si on le fait, ce n'est pas pour vous embrouiller, on ne fait pas exprès, hein, c'est parce que souvent, on ne dispose pas des mêmes références temporelles, on ne dispose pas de longues séries sur tous les paramètres. Et donc, on est amené à changer des fois de référence. Mais c'est vrai que c'est un point d'attention essentiel pour notamment voilà, 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Ce n'est pas la même chose que 4 degrés par rapport à aujourd'hui. D'accord. Je peux le prendre, le commentaire de d'une étudiante qui est en master tourisme. Alors c'est plus une réflexion qu'une question. Ah non, j'étais en dessous, pardon, Lucille. Qui dit: «Je suis étudiante en master 1 tourisme et développement à Foix et je ne suis absolument pas d'accord pour, nous adapter justement. Il faudrait arrêter les politiques qui, persistent dans le maintien de la neige à tout prix, notamment à travers des canons à neige ou hélicos, au lieu de faire un vrai changement et arrêter les stations de ski. De nombreuses populations de montagne dépendent des stations à leur péril. Il faut accepter la fin des stations de ski, réinventer dans les fondements persistants dans la voie des stations ont conduit les populations à l'environnement, pardon, et l'environnement, je lis de loin, et leur perte. Les populations qui dépendent des stations de ski courent à leur perte. Bon, voilà, c'est plus une réflexion qu'une question, mais ça pose la question de où est-ce qu'on base l'adaptation finalement. Est-ce qu'on base l'adaptation des Oui. stations de ski ou est-ce qu'on base l'adaptation au niveau des milieux montagnards? Donc déjà, donc c'est pas aux climatologues de décider de ce que seront les activités dans les Pyrénées ou n'importe où, hein. Donc nous on Mm. apporte de l'information. Effectivement, moi j'entends le débat et c'est un débat qui est compliqué. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur les canons à neige. Bon, de toute manière, donc il est vraisemblable qu'aux altitudes moyennes et voire progressivement aux altitudes plus élevées, l'apport de la neige artificielle, de toute manière, ne sera pas suffisant sûrement pour maintenir l'activité. Donc on est sur la question des 2 ou 3 prochaines décennies, au-delà de 2050, sûrement que l'activité ski se réduira d'elle-même. Mais par ailleurs, oui, ça pose de Ouais. gros problèmes sur la façon de concevoir l'adaptation et ça met au cœur finalement les activités humaines, la vie dans les vallées et voilà, quelle stratégie. Donc on est sur un sujet qui est très politique, il n'y a Oui. aucun doute. Un sujet qui sera abordé cet après-midi, hein, parce qu'il y a justement toute une partie cet après-midi d'intervention, sur justement, le tourisme et cette adaptation, par rapport au climat et notamment donc des stations de moyenne altitude. Concernant les années pluvieuses ou sèches, c'est Guillaume qui demande ça. Est-ce qu'on a une corrélation avec les températures? Voilà, la douceur printanière qui irait avec un peu plus de pluie ou des choses comme ça? Non, 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 il n'y a pas de corrélation directe entre les précipitations et les températures. Euh, donc on a une forte variabilité des précipitations, particulièrement sur la chaîne des Pyrénées. Mais après, donc on peut avoir des années chaudes et sèches, des années chaudes et humides.
Non, et donc il n'y a pas voilà, ce qui pose problème, c'est les années chaudes et sèches. Mais en fait, on a un petit peu de tout. Voilà. Donc ça, justement, ça représente le climat notamment le climat en montagne, donc avec des choses qui sont peut-être plus exacerbées par rapport à ce que l'on a en plaine. Mmh. On a Perrine qui demande si, ce type de projection a été réalisé sur l'ensemble des régions françaises et si c'est le cas, à quel type de données on peut accéder, pour Alors les autres oui, régions? donc en fait, sur les Pyrénées, la difficulté, c'est le côté transfrontalier et le travail, il a d'abord été fait à l'échelle des pays, à l'échelle de la France. Donc on a les scénarios tels que je vous les ai présentés là, on les a depuis environ, on les a produits en 2014 à peu près pour la France. Pour les Pyrénées, donc la difficulté, c'est de travailler, donc de faire fi de la frontière et de pouvoir travailler ensemble avec les climatologues espagnols, andorrans, voilà, et donc d'être capable d'avoir des bases de données pour corriger les modèles et puis de se mettre d'accord sur des méthodes. C'est ce qu'a permis l'Observatoire pyrénéen du changement climatique. Mmh. Alors J'ai sur la France, donc pour la question de Perrine, je crois, donc les données, elles sont disponibles notamment sur le portail DRIAS que j'ai évoqué dans ma présentation. Et en fait, il y a un nouveau jeu qui a été produit au mois d'octobre cette année, donc qui s'appelle Drias 2020 et qui est encore plus complet finalement que le jeu Climpy que je vous ai montré là. Donc, je vous incite vraiment là, si vous travaillez sur ces questions-là, à l'échelle donc de la France, d'aller regarder ce nouveau jeu. Voilà, donc par rapport à si vous connaissiez le site Drias avant. Et puis donc les données sur les Pyrénées, donc françaises, elles sont aussi donc sur Drias si vous vous intéressez qu'à la partie française. Et donc, c'est un jeu qui s'appelle Adamant, puisque le travail, j'ai mis en avant les Pyrénées, il y avait Climpy, mais en fait, si j'avais été honnête, j'aurais dit aussi que le travail, il avait débuté d'abord dans les Alpes, ça s'appelait Adamant, et qu'ensuite, donc, le travail qui a été fait sur les Pyrénées, Climpy, ben, il a prolongé le travail qui était engagé sur les Alpes. Et finalement, donc, ces deux projets, ils ont permis d'avoir à la fois des simulations pour les Alpes et pour les Pyrénées. Donc, une bonne collaboration entre Alpes et Pyrénées. Mmh. Bah, après, encore une question sur l'échelle. Après avoir pris du recul, on va se refocaliser un petit peu sur les Pyrénées, sur des données plus locales. On a 2 questions qui finalement voilà, sont complémentaires. D'une part, est-ce qu'il est intéressant de regarder des projections plus locales? Et d'autre part, est-ce que c'est intéressant, de le faire? Enfin, d'un côté, est-ce qu'on peut le faire? Et de l'autre côté, est-ce que c'est intéressant de le faire? Pardon, je me suis embrouillé. Alors donc en fait, dans le projet Climpy, on est quand même descendu pas mal en termes de résolution spatiale. Donc on analyse les Pyrénées, donc on les a découpés en une vingtaine de massifs. Donc par exemple pour l'Ariège, bon, on a séparé la Haute-Ariège et puis le Couserans et également le massif Orlu-Saint-Barthélemy. Vous voyez, donc on a fait 3 zones donc pour le département de l'Ariège et on a regardé l'évolution par tranche d'altitude par pas de 300 mètres. Donc on arrive quand même à représenter des choses de manière assez fine. Alors cette discrétisation sur la verticale est très importante pour l'évolution de l'enneigement parce que donc voilà, on a des effets de seuil qui se produisent selon les altitudes et voilà, donc c'est pas une évolution qui est du tout linéaire. Mmh mh. Alors on peut, oui, et donc voilà, et puis donc les collègues de la météo espagnole, ils ont travaillé sur des grilles à la résolution kilométrique, mais qui ne tenaient pas compte de l'altitude. Donc on peut faire des choses effectivement très, très, très fines. Bon, après, il faut se rappeler qu'on est quand même sur des changements globaux. Voilà, il faut pas, et que, il faut quand même. Ce qui est important aussi, c'est les observations qui permettent de corriger ces simulations. Donc, Mmh mh. Et la projection, on a quelqu'un qui nous demande si, on a on a une possibilité de comparer finalement, comment seront nos montagnes à la sortie de ce siècle. Alors avec le scénario RCP 8.5, est-ce qu'on pourrait comparer avec d'autres montagnes existantes aujourd'hui, l'Atlas au Maroc ou, la Sierra Nevada en Espagne par exemple ou là, c'est du marc de café? Non, cet exercice-là, donc, on le fait sur le climat, donc ça s'appelle les analogues climatiques. Donc on aime bien, on Mmh. peut dire par exemple que le futur climatique de Toulouse, donc à la fin du 21e siècle, avec dans un scénario RCP 8.5, ben, ça correspondrait à des conditions que l'on observe aujourd'hui en Andalousie.
et donc ça amène d'ailleurs une réflexion sur l'adaptation. Ça amène éventuellement les techniciens à aller regarder comment est-ce que l'Andalousie aujourd'hui vit avec son climat, parce que donc c'est peut-être notre futur climatique et il y a en termes d'adaptation, de regarder comment est-ce que l'on construit, comment est-ce que comment on urbanise, quelles activités on développe dans un climat comme celui de l'Andalousie. Donc, on peut faire donc sur les Pyrénées. Il faut faire attention parce que l'orientation d'une chaîne, ça joue beaucoup sur beaucoup de ses composantes, hein. Donc, aussi, on aurait tendance à pouvoir dire effectivement que le futur des Pyrénées, ça pourrait être un petit peu la Sierra Nevada. Mais bon, j'ai pas vu de travaux en ce sens. En tout cas, c'est une excellente piste peut-être pour mieux représenter, mieux faire comprendre le futur du climat dans les Pyrénées demain. Oui, c'est une très bonne idée. D'accord. On va vite sur les questions parce que je vois l'heure tourner et vous en avez vraiment beaucoup, hein. Pouvez-vous préciser, monsieur Soubérou, quelles sont les augmentations de température présentées? Au moins leur estimation, nous demande, Étienne Pascal, exactement, par rapport à celles de l'ère pré-industrielle qui servent de référence à des échelles de surface plus globales. Voilà. Voilà, donc oui, c'est compliqué, donc ça revient toujours sur notre question des références. Donc aujourd'hui, par rapport à la référence pré-industrielle, donc on se situe déjà en France à plus 1,7 degré. Alors, donc ça, c'est aujourd'hui en 2020. Quand on fait nos simulations, en fait, Oui. on est sur la période de 76-2005. Donc, 76-2005, on est déjà de l'ordre de 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, si on veut des références par rapport à l'ère pré-industrielle, par rapport aux chiffres que je vous ai annoncés d'évolution du climat, vous rajoutez au moins 1 degré pour nos régions. Mmh. On va encore prendre un petit peu de recul sur notre planète et la voir dans sa globalité parce que c'est vrai que quand on parle de climat, on parle, souvent de l'incidence, voilà, de ce qui se passe, à la surface de notre planète. Mais, la mécanique céleste, est-ce qu'elle est prise en compte dans les différents scénarios climatiques, notamment la différence les changements d'inclinaison de la Terre ou des choses comme ça qui pourraient intervenir? Alors donc, effectivement, donc ces paramètres astronomiques donc sont essentiels pour caractériser le climat sur des temps longs pour la planète. C'est les cycles de Milankovitch. Et donc, on sait que la Terre reviendra sur une période de glaciation parce que donc son angle de rotation va changer ça suit un cycle donc régulier. Par contre, donc cette future glaciation, elle se situe à des horizons de 50 à 100 000 ans. Donc, on n'est pas dans les mêmes horizons temporels. Là, moi, je vous parle des 50 ou des 80 prochaines années. Et concernant donc les fluctuations donc de l'activité solaire, donc elles sont prises en compte également dans les modélisations, mais elles sont relativement faibles par rapport aux effets liés au CO2. Mmh. Donc ça joue sur quelques pourcents, moins de 10% de l'énergie solaire qui est conservée donc, Délestation déjà. au niveau de la planète. Une question qui donne écho tout à l'heure à celle qu'on a eue, au mini débat sur les stations de ski, notamment de moyenne montagne. Il y a quelqu'un qui demande: «Est-ce que vous travaillez en corrélation? Est-ce que vous êtes interrogé parfois par les structures gestionnaires ou peut-être les collectivités, qui gèrent des stations de montagne et qui auraient peut-être besoin d'expertise pour réfléchir à long terme justement sur, voilà, le bien fondé d'investissement par exemple ou de choses comme ça?» Donc, effectivement, donc, mais c'est assez récent en fait, parce que pour intéresser les stations de ski, il fallait représenter correctement donc le travail de la neige dans les stations. Tant qu'on a parlé d'enneigement naturel, les stations de ski nous ont dit, bon écoutez, c'est intéressant ce que vous racontez, mais moi, c'est pas comme ça que je travaille. Donc, pour intéresser les stations de ski, il a fallu développer de nouvelles configurations de nos modèles de neige, ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc en intégrant à la fois l'effet du damage sur les pistes qui est essentiel et puis l'effet de production de la neige artificielle. Donc on a aujourd'hui maintenant donc un produit donc qui s'appelle Clean Snow qui est Non, je la tout à posais parce fait qu'elle est bonne. opérationnel et avec lequel on commence à travailler avec les stations des Pyrénées. Donc il y a plusieurs études qui sont en cours et de façon à caractériser donc l'évolution de l'enneigement dans le domaine skiable. Donc, on représente les domaines skiables maintenant, et donc avec même la position des différents canons à neige sur les pistes. Donc, on arrive à faire un véritable travail de simulation de l'enneigement projeté sur le domaine skiable. Et cette information-là, oui, elle intéresse fortement les stations de ski
et elle peut répondre à la question, est-ce que c'est intéressant d'aller installer un canot à neige sur cette piste-là? Est-ce que c'est intéressant de maintenir l'activité dans le bas du domaine? Enfin, jusqu'à quand est-ce que c'est intéressant? Quel volume d'eau je vais avoir besoin, de quel volume d'eau je vais avoir besoin pour faire fonctionner mes canots à neige? Quelle énergie je vais avoir besoin? Donc, on arrive à répondre à des questions aussi précises que ça. L'avenir économique des stations de ski, c'est aussi la, la fréquence des mauvaises années, parce qu'en fait, plus que la moyenne, c'est finalement donc le fait que l'on risque Mhm. d'avoir 3 ou 4 mauvaises années consécutives dans les Pyrénées. Donc c'est ça qui peut mettre à mal Le le modèle budget des économique, oui. stations de ski. Donc voilà, donc on travaille avec tous ces éléments-là aujourd'hui avec les stations de ski des Pyrénées, mais c'est assez nouveau parce que ça, en gros, ça a démarré depuis l'été dernier. Lionel, et vous avez 30 secondes pour répondre parce que ça y est, on a dépassé le temps et on va donner la parole à Morgane Viltard. Mais, et vous allez voir, l'exercice va être très compliqué, hein. Vous avez 30 secondes pour répondre à cette question-là. Je vous la lis. Sans renier le réchauffement climatique, est-il possible d'atténuer l'affolement d'actuels hivers sans neige et de sortir un petit peu du regret des hivers d'antan? Parce que dans les hivers d'antan, il y avait aussi des hivers sans neige. Il rajoute que c'est juste pour rester un petit peu optimiste. Alors, je ne sais pas si c'est être optimiste que de parler des hivers sans neige d'antan, mais il a raison. Donc, il y a déjà eu des hivers sans neige dans le passé. Et effectivement, donc, on est, je l'ai dit, sur l'enneigement, donc on a une variabilité très forte du manteau neigeux donc, qui existe dans les Pyrénées. Pour autant, donc, le changement climatique, c'est un facteur qui va aggraver le fait de ne pas avoir de neige, notamment en moyenne montagne. Et donc, en fait, on peut le concevoir. Si on regarde, moi, je vais prendre comme exemple l'hiver dernier, où on a un hiver avec beaucoup de précipitations, avec beaucoup de neige à haute montagne, mais très peu de neige en moyenne montagne. Et ça, c'est plutôt les effets que l'on craint dus au changement climatique. Merci beaucoup Jean-Michel Soubérou. Alors, je rappelle, hein, pour le dire, puisque le sujet a l'air d'intéresser vraiment beaucoup de monde, qu'à 16h30, il y aura vraiment une thématique autour du tourisme de montagne et de son adaptation, avec notamment la question des stations de moyenne montagne. Merci beaucoup.